Bonjour, je m'appelle Étienne Daou et bienvenue à cette série de vidéos que j'ai fait au sujet de mon voyage à Tchernobyl. Je vais séparer le tout en 4 portions. La première, celle-ci, présentement, sert à planifier votre voyage à Tchernobyl. Quelques trucs et conseils que j'ai eus en y allant. Je ne suis pas un expert en Tchernobyl, mais tout de même, quand on y va une première fois, on apprend une couple de, par essai et erreur, une couple de trucs que ça vaut la peine de communiquer aux autres personnes. Si vous voulez des images, il n'y en aura pas dans celle-ci. Des images de Tchernobyl, de Pripyat, il n'y en aura pas. C'est plutôt ma vidéo numéro 2 qui va vous montrer de quoi qu'a de l'air la centrale de Tchernobyl et la ville présentement. Ma vidéo numéro 3 va plutôt vous montrer Pripyat, qui est extrêmement réputé en termes d'images spectaculaires qu'on peut aller prendre là-bas. Finalement, ma vidéo numéro 4 va vous renseigner au sujet des radiations, ainsi que quelques autres légendes urbaines qui se promènent au sujet de Tchernobyl. Globalement, je vous dirais au niveau des radiations, ça va vous permettre de vous faire par vous-même une idée très précise et avec compteur Gégère à l'appui, j'en avais un en tout temps avec moi durant ce temps-là. Donc, si vous voulez faire un voyage à Tchernobyl, la première des choses que vous devez faire est tout simplement de vous rendre à Kiev. Tout simplement. Donc, Kiev, capitale de l'Ukraine, est une ville superbe qui vaut la peine de visiter pendant, je vous dirais, un 3-4 jours. Vous allez apprécier Kiev. Il y a juste un problème, c'est que c'est la capitale de l'Ukraine et présentement, j'ai fait cette vidéo en 2015, il y a une guerre civile là-bas. Officiellement, il y a un cessez-le-feu. Au début, je voulais y aller plutôt en 2014 et en 2014, il n'y avait pas de cessez-le-feu. Il y avait des manifestations particulièrement violentes dans le centre-ville de Kiev, donc j'ai reporté mon voyage d'1 an pour cette raison. Maintenant, en 2015, il y a un cessez-le-feu qu'on croit plus ou moins, ça varie d'un mois à l'autre. Renseignez-vous au sujet de la situation politique. Un élément important, c'est que dans l'ensemble de cette crise-là, où est-ce que, essentiellement, les Ukrainiens souhaitent cesser d'être affiliés aux Russes, mais plutôt être affiliés au restant de l'Europe, ben, ils ont pris une décision qui est très importante pour vous, pour votre voyage, c'est qu'ils ont décidé de laisser tomber les visas. Si vous souhaitez y aller, faites juste vous prendre le premier billet d'avion que vous trouverez, dépendamment d'où vous venez sur la planète. Rendez-vous à Kiev, vous n'avez pas besoin de visa. Pour la majorité des pays industrialisés, comme moi par exemple du Canada, je vous dirais la majorité de l'Union européenne, l'Australie, les États-Unis, etc. Donc ça simplifie énormément le voyage, surtout si vous comparez par exemple, si vous souhaitez aller en Russie, ou vous venez de ces mêmes pays-là, le visa est compliqué, lourd et pénible. Alors que Kiev, extrêmement facile, vous pouvez y aller comme vous voulez. Maintenant, la ville de Kiev elle-même est au centre de l'Ukraine, alors que Tchernobyl était directement au nord. Donc, le fait que les combats sont sur la frontière à l'est du pays et que l'Ukraine est physiquement très grand, ça signifie donc que même s'il y a un peu de combat à l'est du pays, dans le temps de Kiev, vous n'avez pas vraiment à vous en faire pour votre sécurité. Je vous dirais, faites attention si vous entendez comme quoi que ça déborde à Kiev, oui. Si jamais on entend parler que les combats commencent à se rapprocher du centre, commencez à craindre pour votre voyage. Moi, j'y suis allé pendant qu'il y avait légèrement des combats à l'est et on n'en avait pas vraiment la sensation. Maintenant, en arrière de cette crise-là, présentement, que vit l'Ukraine, qui est tragique, il y a un seul avantage, c'est que pour le tourisme, c'est génial. Cette crise-là a tout simplement fait écrouler la valeur de la devise locale ukrainienne. Taux de change rapidement, dites-vous qu'à un taux de peut-être 8 pour 1 par rapport à l'euro ou au dollar US, ou peut-être un 6-7 pour 1 par rapport au dollar canadien, ça fait du sens comme taux de change. Mais présentement, on est plus dans l'ordre de 20-25 pour 1. Alors, autant que c'est très triste pour les Ukrainiens parce que ça leur bloque énormément du commerce mondial, ça veut dire que n'importe quoi qu'ils ont envie d'acheter qui n'est pas ukrainien leur coûte extrêmement cher, autant que ça signifie que pour nous, les touristes, quand nous allons en Ukraine, tout est extrêmement abordable. Je vous dirais, par exemple, au McDonald's. Quand vous êtes jeune, à la mode, vous allez au McDonald's en Ukraine. Ça a l'air, c'est ça la mentalité locale, et vous allez payer 3 $, ce qui va vous coûter 8-9 $ au Canada. Ça vous donne un taux de change assez intéressant et une petite idée comme ça. Maintenant, il existe des restaurants beaucoup plus abordables que McDonald's si vous voulez du fast-food, alors que si vous souhaitez plutôt un restaurant plus haut de gamme, mais encore là, je dirais, globalement, un 3 pour 1 par rapport à l'équivalent dans les pays industrialisés, on le voit souvent. Alors, profitez-en. Le taux de change est très favorable, sauf pour un élément, l'hébergement. L'hébergement en Ukraine, et particulièrement à Kiev, c'est de l'arnaque. Ça ne vaut pas ça.
c'est la faiblesse globalement du tourisme ukrainien. Et qui dit une faiblesse par rapport à une situation touristique signifie qu'il y a quelqu'un quelque part qui a découvert une opportunité sur comment contourner le système. Ainsi, si vous lisez à peu près n'importe quel livre, n'importe quel site web au sujet de Kiev, ça va vous dire rapidement que ne prenez pas d'hôtel, point. Ce que vous allez avoir pour le prix n'en vaut pas la peine si vous avez un budget, disons, de centaines de dollars, une centaine d'euros par nuit, ce qui est relativement standard, ce que vous allez avoir, ça ne sera pas du tout de qualité acceptable. En fait, à moins de 300-400 euros la nuit, vous allez être déçu. Mais à 300-400 euros la nuit, là, vous tombez dans le luxe. Il n'existe aucun juste milieu logique au milieu de tout ça. Alors, l'alternative est de se louer un appartement. Il existe des sites web, il existe des agences de ça, il existe carrément, à la limite, un marché noir d'appartements. Dans mon cas, ce que j'ai pu avoir, j'ai tout simplement fouillé sur Google pour Best Kiev Apartment, puis un des premiers sites web, c'est d'une compagnie qui ont acheté quelques buildings et loue l'ensemble des appartements de ces buildings-là. Et les tarifs sont extrêmement compétitifs. Ce que j'ai eu, globalement, c'est un hôtel, tout simplement, avec une réception 24 heures sur 24. Vous n'avez même pas besoin de vous en faire là-dessus. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de lobby. Donc, vous n'aurez pas un restaurant ou un petit magasin dans le lobby, mais pour le reste, j'étais à un coin de rue de la place centrale de Kiev, le Maidan. Donc, extrêmement d'entente, extrêmement bien situé. Et qualité d'une belle chambre d'hôtel, selon les standards internationaux, c'était 30 $ la nuit. Dans mon cas, j'ai décidé de me payer le luxe d'avoir un bain tourbillon et d'avoir une chambre rénovée quelques mois auparavant. Et ça, c'était 60 $ la nuit. Donc, ça vous donne une idée. Louer un appartement, ça vaut la peine. Ils ont également des ententes, si vous voulez, par exemple, un taxi qui vient vous chercher à l'aéroport avec la pancarte directement en sortant de votre avion. Ça va énormément vous simplifier le processus. Donc, premier truc à prendre quand vous êtes là. Donc, cette place-là centrale à Kiev, le Maidan, est très important pour vous simplement parce que Kiev n'a pas d'attraction principale à la ville. Si on compare par exemple Paris, on s'imagine immédiatement Paris avec le Louvre, avec la Tour Eiffel, New York, il y a un Empire State Building, il y a la Statue de la Liberté. Il y a énormément de villes comme ça par le monde qui sont reconnues par certains éléments précis. Pas Kiev. Kiev, ils ont Sainte-Sophie, patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça vaut la peine d'aller le voir. Au-delà de ça, il n'y a rien. Puis encore là, Sainte-Sophie, autant que c'est très très beau, ce n'est pas spectaculairement grand. Donc ça fait que la ville a énormément de petits attraits touristiques. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et là-dessus, ça me fait un peu penser à Montréal, d'où je viens, parce que Montréal, également, n'a pas d'attraction touristique principale, mais en a tout plein de petites amusantes. Et c'est la somme de tout ça qui vient faire le voyage. C'est donc libre à vous d'aller faire les découvertes que vous avez envie. Donc oui, vous allez fouiner un peu partout dans tous les coins. Le Maidan, par contre, est cette place centrale-là, où est-ce que, particulièrement de fin de semaine, et surtout quand la température est clémente, il y a tout le temps quelque chose à faire dans le Maidan. Il y a tout le temps des artistes qui qui présentent quelque chose, des caricaturistes. Il y a un peu de tout qui se passe là. C'est la place centrale, c'est la place historique. Présentement aussi, petite note que j'ai trouvée un peu tragique, en lien avec le conflit, la guerre civile qu'il y a présentement, c'est qu'il y a énormément de commémorations en l'honneur des soldats qui sont morts au combat. On va retrouver donc beaucoup de micro-mausolées, des chandelles, des photos hommages aux différents soldats qui sont décédés. J'en ai même trouvé qui avaient à peine la moitié de mon âge. Donc, c'est assez troublant de voir ça. Donc, c'est un peu dans l'air du temps présentement, alors portez peut-être une attention particulière. Et ça se pourrait aussi que si quelqu'un vient vous quêter, ça se pourrait que ça soit justement pour les aider à financer le combat. Dépendamment de vos valeurs personnelles, je peux donc vous encourager par rapport à ça. Maintenant, donc, sachez qu'il y a donc un métro extrêmement efficace à Kiev, ça vous permet de vous rendre un peu partout. Pour les amateurs d'aviation, sachez qu'il y a un musée de l'aviation de combat russe très, très, très intéressant. En fait, selon moi, c'est un des deux très intéressants de la planète, après celui de Molino, en banlieue de Moscou. À Kiev, ce qui est intéressant, il y a beaucoup, beaucoup moins de prototypes et d'affaires bizarres. Par contre, les avions sont beaucoup plus accessibles et si vous voulez toucher un vieux MiG, à Molino, ce n'est pas possible, alors qu'à Kiev, c'est possible. Donc, amusez-vous là-dessus. Les plus gros avions de transport, on peut même monter dedans pour quelques cents à peine. On peut aller se promener à l'intérieur, donc c'est assez amusant.
Pour les amateurs de cigares cubains, sachez aussi que Kiev a un des plus grands magasins de cigares cubains au monde. Malheureusement, à cause encore là du taux de change, ça devient très très cher pour eux d'en acquérir et donc le magasin est pratiquement vide. Si vous trouvez des cigares qui vous conviennent, sachez que les prix seront extrêmement intéressants. Dans mon cas, j'ai trouvé des cigares pour moins cher qu'à Cuba. Par contre, le choix était exceptionnellement limité. Donc, le magasin est physiquement grand, il y a un bon restaurant, peu de choix. Sachez aussi que Kiev, c'est une ville réputée pour les dômes de ses églises. Donc, on parle d'églises orthodoxes nécessairement, et les dômes sont dorés partout. Ça crée une certaine harmonie qui est particulièrement sympathique. Ça crée un trait de caractère particulier à la ville. Oui, il y a la fameuse Sainte-Sophie, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça vaut la peine d'aller la voir, comme tout patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs. Sachez par contre que très près de Sainte-Sophie, il y a également Saint-André, beaucoup plus petite. Ce qui est intéressant, par contre, à côté de Saint-André, il y a une rue qui descend, une rue relativement étroite qui descend, peu de circulation automobile, mais énormément de marchands de toutes sortes. Artisanat local de toutes sortes, que ce soit des personnages amusants, regardez ici, petits coffres, tout simplement. Également des éléments plus militaires, vous voyez ici une massue, une réplique. Vous allez trouver un peu de tout, des artefacts militaires, comme regardez ici un masque à gaz. On a insisté sur le fait qu'il fonctionnait très bien. Ça m'a coûté 6 $. Quand je vous dis que le taux de change aide, là, ça vous donne une idée. Donc, une petite rue extrêmement intéressante. Vous allez probablement y passer plusieurs heures. Vous pouvez trouver des casques de pilotes, des habits, des uniformes, autant que des jouets pour enfants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Peu importe si vous cherchez quelque chose de mignon ou quelque chose de dramatique ou d'aller du côté artistique ou purement militaire, il y en a vraiment de tout. Alors, c'est parmi mes suggestions. Autre suggestion que je pourrais vous faire, étant donné que c'est nouveau pour les Ukrainiens de vouloir devenir plus occidentaux et moins russes, ils maîtrisent peu la langue anglaise. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, si vous croyez qu'en parlant anglais, va vous aider à vous débrouiller, même au centre-ville de Kiev, pas plus que 10% du monde savent se débrouiller minimalement en anglais. Donc, des fois, vous pouvez être un peu perdu par rapport à ça. Toutefois, il y a quand même des étudiants qui, eux, sont au moment de faire leur choix de cours, donc ils comprennent, ils ont beaucoup plus d'avenir à apprendre l'anglais. Et une des initiatives qui existent pour se pratiquer, c'est Free Kiev Tour. Et ça, vous pouvez fouiller un peu partout sur Internet, vous allez les trouver assez rapidement. Et donc, c'est des tours réellement gratuits de la ville de Kiev qui débutent au Maïdan. À peu près au centre du Maïdan, il y a l'ancien bureau de poste qui est là. Et c'est le point de repère. Et à midi et 16 heures à tous les jours, il y a un tour guidé gratuit, comme ça, des environs de Kiev, qui vous permettent comme ça d'avoir une autre perspective. Des choses que vous aviez vues vous-même, ou encore que vous amènent dans d'autres petits raccoins que vous n'aviez pas vus. Maintenant, les tours, oui, sont gratuits. Sachez toutefois qu'on donne un tip à la fin de la visite. Donc, imaginez, si quelques personnes donnent quelques dollars, au final, ça donne un salaire d'étudiant qui a du bon sens. Et c'est comme ça qu'ils se rentabilisent, tout simplement. Mais en même temps, ça fait une initiative très, très, très intéressante. Donc, à midi et à 16 heures, allez devant le bureau de poste sur le Maïdan et trouver quelqu'un qui a un drapeau de Free Kiev Tour. C'est cette personne-là que vous devez aller voir et vous pourrez en profiter en même temps. Dans mon cas, j'ai eu Marina comme guide, extrêmement sympathique, et en insistant un peu, elle m'a fait découvrir des restaurants typiquement ukrainiens. Ça a coûté vraiment pas cher et la nourriture était vraiment, vraiment excellente. Donc, je vous le conseille et j'irai même plus loin que ça. Dans mon cas, j'ai découvert Free Kiev Tour à ma dernière journée à Kiev. Faites pas ça. Allez-y à votre première journée. Ils vont vous donner une coupe d'indices ou de trucs, de choses à faire par vous-même dans le courant des prochains jours. Donc, je vous le conseille fortement. Ensuite, autre chose, Kiev est reconnu pour son nightlife. Et il y a un nightlife très, très, très intéressant à Kiev. Sachez toutefois que la jolie Ukrainienne que vous allez voir partout, partout dans la rue, a généralement pas les moyens d'aller dans le club de nuit. Donc, les filles que vous allez rencontrer là, si elles sont gentilles, disons simplement qu'elles ne sont pas gratuites. Alors, gardez-vous ça en tête par rapport au nightlife. Tout de même, il y a manière de croiser des vrais Ukrainiens.
Et il y a manière d'aller s'amuser en masse en ville. Et oui, il y a une vie de nuit absolument stupéfiante. Donc, c'est à vous de vous faire le Kiev que vous avez envie. Il existe énormément d'attractions. Même au camp militaire, ça continue. Là, ceux qui ont envie d'aller essayer des fusils ou aller voir des silos de missiles atomiques, ça existe en banlieue de Kiev assez facilement. Et la plupart des agences qui vous donnent un tour guidé de Tchernobyl vont également vous donner des visites comme ça de l'ensemble de ces éléments-là. Maintenant, pour votre visite de Tchernobyl même, sachez que globalement, la bonne façon de faire, c'est de faire affaire avec une agence. Il y a 3 grandes possibilités. Soit que vous demandez à l'agence de vous faire un tour privé. Notamment, l'émission Top Gear sont allés, ils ont tout simplement demandé un tour privé à l'agence. Ceux qui croient que ça se fait exactement comme ça, on arrive par hasard, là, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas de même, ça a été stagé un peu. C'est Top Gear, des fois ça leur arrive. Mais donc, globalement, vous ne pouvez pas juste rouler puis arriver là par hasard. Il faut vraiment le prévoir d'avance, il faut demander des autorisations, puis les agences qui ont l'habitude de le faire vont le faire pour vous assez facilement. Donc oui, un tour guidé, ça peut s'organiser. Il y en a un peu de ça. Sinon, la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est un tour de groupe, tout simplement. En étant plusieurs, ça vient coûter moins cher. La majorité des minibus qui se rendent là, c'est des 14 personnes. Donc, si on considère la personne qui va vous donner la visite, plus le chauffeur, ça laisse 12 places assises. Et c'est pour ça que la majorité des tours ont une limite de 12 personnes. C'est ça la contrainte, et ça fait qu'en période de pointe, ben, les 12 places dans l'autobus se remplissent assez rapidement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de visite de dernière minute de possible. Alors que si plutôt vous êtes en dehors des périodes de pointe touristique, là, c'est possible de trouver des visites de dernière minute. Ça dépend vraiment d'à quel moment que vous y allez. Donc, moi, dans mon cas, pour le 1er mai, à peu près tout était rempli 2 semaines d'avance. Moi, j'ai pris 1 mois d'avance et là, j'avais énormément de possibilités. Donc, rappelez-vous de ça. Prenez-vous quelques semaines d'avance et il ne devrait pas trop avoir de problème. Il y a énormément de visites. En termes de coûts, dépendamment de si vous êtes en période de pointe ou non, dépendamment de comment fonctionne chacune des agences, je vous dirais aux alentours de 100-150 $ ou euros. Vous allez dans ces environs-là. Et ça vous inclut donc le dîner à Tchernobyl même et le transport aller-retour à partir de Kiev. Traînez votre passeport, à cause ça va être avec votre passeport que vous allez vous authentifier tout le long. Mais c'est quand même très très simple, très peu de formalités. Fiez-vous au site web, allez-y avec ce qui vous semble le plus officiel tout simplement. Et vous allez comme ça trouver facilement des visites pour Kiev, pour Tchernobyl. Maintenant, vous pourriez vous dire, oui, mais qu'est-ce qui leur empêche de donner des visites guidées avec plus de personnes? Ben, c'est tout simplement que ça serait inconfortable. Réellement, à quantité de fois qu'il faut aller se faufiler un peu partout, si le groupe était trop gros, des fois, il nous manque 1 ou 2 joueurs. Fait qu'être une douzaine de personnes, on se retrouve facilement et on compte rapidement qu'il manque une personne. Si on était plus que 12, il faudrait nécessairement un 2e guide, il faudrait, donc l'économie d'échelle serait moins là pour eux, et en plus, ben, ça serait plus difficile de retrouver l'ensemble du groupe. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un optimum autour de ça, et c'est ce que vous allez rencontrer, donc un minibus Mercedes. Et oui, les routes sont chaotiques, donc ceux qui sont malades facilement dans les transports, vous serez malheureusement malade durant ce transport-là, rappelez-vous-en. Maintenant, une fois que vous avez réservé ça d'avance, on va tout simplement vous donner un point de rendez-vous à quelque part à Kiev. Dans mon cas, c'était directement au Maidan. Je vous conseille de vous traîner un peu d'eau parce que la journée va être longue et il n'y a pas d'eau courante là-bas. Et également, peut-être prenez-vous un peu de nourriture parce que les chances sont assez élevées que la nourriture qu'on vous sert ne vous convienne pas. Maintenant, vous allez donc aller là-bas tout simplement. Rappelez-vous de traîner votre passeport, mais c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Il n'y a pas de procédure particulière au-delà de ce que je vous ai dit là. C'est assez standard et commun. Il y a quand même certaines restrictions pour les personnes plus propres à être malades ainsi que les plus jeunes enfants, mais globalement, si vous êtes une majorité vaccinée, là, vous pouvez y aller sans trop de problème. Maintenant, je vous incite à aller visionner mes vidéos suivantes. Donc, la vidéo numéro 2 va vous montrer Tchernobyl même, ce que c'est qu'on est là. Un peu d'éléments abandonnés, mais beaucoup aussi la centrale, de quoi qu'elle a l'air. Vidéo numéro 3, la grande ville de Pripyat. Ce qu'il faut savoir de Pripyat, c'est que c'était la ville qui fournissait des travailleurs pour la méga centrale de Tchernobyl.
Tchernobyl, ils en étaient très fiers. C'était une superbe centrale nucléaire. Et donc, comme elle était flambant neuve, ils ont décidé, près de là, de faire la ville de Pripyat, qui était pour fournir des travailleurs dédiés à cette méga centrale-là. Donc, c'est la grande ville du coin. Ils en étaient très, 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 très fiers, fondée en 1970. Superbe ville locale. Ils ont vraiment voulu faire la ville soviétique parfaite. Et de l'avoir ainsi abandonnée aujourd'hui, c'est magistral. Finalement, la quatrième portion, je vais vous parler de radiation. Compteur je gère à l'appui. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi qu'on endure quand on est là, puis à quel point c'est dangereux, vous pourrez vous faire votre idée par vous-même. Je vous remercie beaucoup et allez voir mes autres vidéos. À la prochaine!